bienvenue dans Et si on avançait, le podcast qui te tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en organisation et en productivité, et ma mission est de t'aider à gagner en efficacité au quotidien. Dans ce podcast, je partage avec toi chaque semaine des conseils et des astuces, mais aussi quelques réflexions afin que tu puisses gérer au mieux cette belle ressource qui est ton temps et enfin avancer sur les projets qui te tiennent à cœur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode spécial DAD. DAD, c'est quoi? C'est tout simplement l'acronyme pour dire dans l'agenda 2, car oui, dans ce type d'épisode, j'ai des invités. Ce ne sont pas forcément des experts en organisation, mais ils ont tous un point commun. Ils avancent et ils sont donc inspirants. Avec ces invités, je parle de leur parcours, leur rapport à la gestion du temps, leur routine et ce qui leur permet d'avancer au quotidien. Dans cet épisode, j'accueille Florian Chaloupi. Il y a de fortes chances que ce nom ne vous dise rien et c'est tout à fait normal. Florian est dirigeant d'une société de e-commerce et se fait très discret sur les réseaux sociaux. Quand je me suis intéressée à certains de ses produits, j'ai pu échanger avec lui et découvrir son parcours que j'ai trouvé hyper intéressant. Je lui ai donc proposé d'être interviewé, ce qu'il a accepté, et donc nous voici ici aujourd'hui pour vous présenter cet épisode. Florian n'a pas de blog à son nom ni un compte Instagram avec plein de followers, mais vous découvrirez dans cet épisode qu'il a plein de belles choses à partager. Dans cet épisode, nous avons parlé de son parcours d'étudiant en ingénierie à gérant en fait d'une société de commerce en ligne. Donc, nous avons parlé également de délégation, de son système d'organisation, de minimalisme, mais aussi d'infobésité. Bref, plein de sujets très intéressants. Comme d'habitude, pour des épisodes aussi longs, je vous ai mis dans les notes du podcast l'ensemble des points que nous avons abordés, minute par minute, si vous souhaitez vous arrêter sur des parties clés. Maintenant, installez-vous bien et c'est parti. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Florian. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Et si on avançait. Ravi. Je suis ravie de t'accueillir, Florian, parce que quand on a pu échanger ensemble, ne serait-ce que par mail par rapport à Bamboo Électronique, qui est ta marque, j'ai trouvé ton parcours hyper intéressant. Donc, je suis vraiment contente que tu puisses du coup partager un peu tout ça à la communauté, en fait, et si on avançait. Donc, j'ai pour habitude dans mes podcasts de présenter moi-même les invités. Ici, la présentation, elle sera vraiment très, très brève. Je vais présenter ton parcours, dire un peu ce que tu fais. Et ensuite, je te donnerai la parole pour compléter un peu pour ce qui concerne ta société. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me va très bien. On va faire comme ça. Parfait. Alors, Florian, donc tu as une formation de base d'ingénieur. Et en février 2019, tu décides à l'âge de 22 ans de lancer ta marque d'accessoires électroniques, donc Bamboo Electronics, en parallèle de tes études. Après quelques années d'apprentissage et un premier CDI en tant qu'ingénieur, tu décides en août 2020 de démissionner pour passer à temps plein sur cette activité. Et donc, dans un domaine qui est complètement différent de ce que tu as pu faire auparavant, donc durant tes études, avec tout ce qui était lié à l'ingénierie, parce qu'il s'agit d'une société d'e-commerce. Te voilà donc maintenant, depuis août 2020, fondateur et dirigeant de Bamboo Électronique à temps plein. Est-ce que ça va? C'est assez synthétique, mais on a partagé en gros les points clés de ton parcours. C'est très très bien. Et du coup, moi, je vais te passer la main pour partager, parce que je pense que tu es la personne la plus à même de partager qu'est-ce que c'est en fait Bamboo Électronique? Quelle est la mission? Quelles sont les valeurs de ta société? Qu'est-ce que vous vendez comme produit? Voilà, je te passe la main pour partager tout ça. D'accord. Bamboo Electronics, ça part en fait d'un constat, un constat de surconsommation et de surfonctionnalité. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la tech, la high-tech, les accessoires informatiques, les accessoires électroniques, les ordinateurs et tout ça. Donc j'ai fait un cursus ingénieur où j'ai un passé aussi en design industriel. Et en fait, ça vient de ce constat-là qu'on change tout le temps. Le téléphone, on change tous les ans. Les claviers, c'est pareil, c'est des vieux claviers qu'on n'aime pas forcément. Les coques de téléphone, on les change en même temps que les téléphones, on ne sait même pas quoi en faire. Après, on les met dans des tiroirs. Et donc, l'idée, c'était d'essayer de ramener quelque chose qui soit un peu plus simple et plus efficace en fait à tout ça. Et de faire moins et mieux, quoi, en fait. Moins et mieux. Et du coup, tu proposes quoi avec Bamboo Électronique aujourd'hui, justement, comme produit? Donc, Bamboo Electronics, ça a démarré avec un clavier en bambou accompagné de sa souris. Donc, on avait l'ensemble
qui était proposé au début, en février 2019, donc qui a été lancé comme ça. Les deux étaient achetés ensemble. Et c'était le clavier grande taille qu'on peut retrouver sur le site, qui est toujours là et qui est le modèle phare du coup, qui est 100%, donc le dos, enfin toutes les touches, tout est gravé, le devant, le dos, tout est gravé en bambou. Et après, on a eu plusieurs produits, ça s'est multiplié, un clavier petite taille, des coques de téléphone, des choses comme ça qui se développent au fur et à mesure. D'accord. Et à quel moment, durant tes études, parce que du coup, tu as lancé Bamboo Electronics en février 2019, Oui. tu étais encore dans tes études, à quel moment on se dit, bah, je vais lancer mon entreprise d'e-commerce? Parce que tu aurais pu attendre. Pourquoi cette année-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides de lancer ce projet-là à ce moment-là? En fait, pour la petite histoire, c'est que ça fait déjà longtemps. Quand on lance un projet comme ça fait longtemps qu'on y pense en général. Et ça faisait à peu près 5 ans, depuis que j'étais au lycée, que je vendais déjà des choses sur Internet, Ah que je faisais oui, un petit peu d'achat-revente d'occasion. J'avais remarqué qu'il y avait certains produits qu'on pouvait acheter dans les brocantes ou qu'on pouvait acheter dans les magasins d'occasion et qui se revendaient plutôt bien sur Internet parce qu'il y a une confiance qui est supplémentaire et en fait on joue sur ce levier-là où quand on propose des produits sur Amazon, il suffit de prendre un produit qui est proposé sur un marché ou n'importe où qui est de bonne qualité, on le vend sur une autre place et d'un coup il vaut plus cher. d'accord. Donc c'était simplement avec ça. J'ai commencé à vendre un petit peu sur Amazon, à faire de l'achat-revente d'occasion. Et petit à petit, au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire, bon, je maîtrise un petit peu, j'ai un petit peu d'avance, je connais l'interface. Il serait bien de créer une marque et de vraiment créer quelque chose avec des produits originaux qui seraient à moi. Donc au lycée, tu avais déjà en gros tu avais déjà un peu un état d'esprit, enfin l'esprit, moi j'aime bien dire qu'entreprendre, c'est pas forcément. Parce que là, t'avais créé une infrastructure, t'avais dit que c'était déclaré ou c'était. Non, non, Comment? non, c'était rien du tout. Non, C'était c'était rien du tout. achat-revente, ça faisait 200 euros par mois au lycée, donc c'était très bien. Non, mais tu vois, t'as exactement ce profil-là. Ce que je veux dire, c'est que j'aime bien dire que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément le statut que tu crées quand tu vas créer ton statut d'auto-entrepreneur, etc. Mais certaines personnes ont parfois juste euh, un peu ce profil de lancer des projets, créer des choses et Mm. voir en fait comment ça se passe. Donc c'est génial d'apprendre ça. Donc ça a commencé comme ça, tu avais déjà cette activité avant, et puis en février 2019, tu décides de passer à un autre niveau et de vraiment créer une marque personnelle autour de ça. Comment tu t'es lancé concrètement? C'est-à-dire que du coup, l'idée, elle a mûri, mais en échangeant avec toi, tu m'as dit que tu n'étais pas du tout accompagnée. Donc, j'imagine que c'était un choix. Est-ce que c'était juste un challenge pour toi pour voir ce que ça pouvait donner, ou tu voyais déjà à travers Bamboo Electronics un futur comme étant voilà ta société? Est-ce que tu te voyais déjà être à temps plein dessus ou juste une activité secondaire? D'accord, donc depuis le début, c'est une activité sérieuse, à long terme et ambitieuse. Mm. Voilà, depuis le début. Donc même au début, on a un peu peur de le dire. Quand on démarre, on a l'air peut-être un peu ridicule quand on dit que c'est un projet ambitieux. Mais, Mhm. euh, mais voilà, il ne faut pas du tout avoir peur de ça. Euh, Il y en a qui peuvent avoir envie de faire un projet et que ce soit quelque chose de secondaire et d'artisanal qu'ils feront chez eux et qu'ils n'ont pas envie de le faire grossir plus et que ça leur va très bien. Moi, pour le coup, ce serait plutôt pour faire quelque chose de grand. C'est bien, justement, parce que j'avais une question pour toi. C'était par rapport au doute, parce que le fait d'avoir un projet aussi ambitieux, puisque c'est pas rien de monter sa société. Aujourd'hui, il y en a plein qui veulent, mais qui ne passent pas le cap de se lancer. Est-ce que tu as eu des doutes au début? Et si oui, comment tu les as surmontés? Parce que j'imagine qu'en plus, quand on lance une société d'e-commerce, ça demande aussi un investissement financier. C'est pas comme, je sais pas exactement comment ça fonctionne, justement, tu pourras nous dire, mais typiquement, moi, avec une société de prestation de services, à part le seul investissement que j'avais, c'était mon temps et mon énergie, finalement, et puis mes compétences. Mais je n'avais pas forcément d'investissement financier, donc ça me faisait déjà un peu peur, même comme ça. Donc, avec Oui. une vision différente, donc avec tout ce qui est lié à des produits physiques,
est-ce que tu as eu des doutes et si oui, comment tu les as gérés? Des doutes, j'en ai eu et j'en ai toujours. Et il y en a toujours, de Il y toute en a façon. toujours. Ça, je suis complètement Voilà. d'accord. Donc après, il faut voir le niveau de doute, qu'est-ce qui traduit? Est-ce qui traduit une vraie inquiétude qui est néfaste pour le projet ou pas? Et on peut aussi regarder le niveau de doute comme quelque chose dont on doit se servir pour essayer de sentir si on va dans la bonne direction ou pas. Il faut Mm. surtout essayer de s'en servir et éviter de se faire bouffer par ce doute-là. Mais en tout cas, oui, il y a un investissement financier qui est important, mais c'est pas vraiment perdu non plus. Ouais. C'est-à-dire que ça reste mesuré. En général, on peut se lancer vraiment avec pas grand-chose. Il ne faut pas avoir peur de se lancer, même tant que c'est pas parfait. C'est surtout ça. Le truc, c'est que si, en général, on attend d'avoir le produit parfait, on attend d'être prêt. On consomme beaucoup de contenu, on consomme des podcasts, des choses. Et au final, en fait, c'est assez rassurant de faire ça, parce qu'on a l'impression d'avancer. Alors qu'en fait, On se donne l'impression d'avancer et au final, on ne le fait jamais. Et puis, on se ment un petit peu à soi-même. C'est un mensonge qu'on se dit à nous-mêmes. Et donc, simplement, voilà, essayer de se sortir de ça, le doute, l'écouter, s'en servir, et puis aller de l'avant avec, tout simplement. je partage complètement ton avis et je parle avec tellement de personnes qui sont dans cette phase justement, c'est-à-dire que ils ont envie de lancer un projet, mais voilà, le doute, au lieu de s'en servir justement comme tu expliques pour avancer ou comme au pire un indicateur pour savoir si on va dans la bonne direction, ça devient une excuse et puis justement, comme tu l'expliquais, on se met à consommer de l'information. Parfois même, on va même jusqu'à l'étape de la planification et puis on n'agit jamais. Et en fait, c'est un vrai cercle vicieux. Donc ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Donc, tu as fini par lancer cette entreprise que tu as gérée à côté de tes études. Est-ce que ça a été compliqué pour toi de gérer les deux ou tu as réussi à quand même tenir un bon rythme? Pendant les études, ça allait. J'étais en alternance. Mhm. Donc, j'étais les 2 tiers du temps en entreprise, 1 tiers du temps à l'école. À l'école, j'avais largement du temps pour le faire. En entreprise, un peu moins. Mais ça allait, c'était un 35 heures. Il n'y avait quand même pas trop de pression non plus. En fonction de la situation de la personne, bon, je pense que ça se gère assez bien, Ok, pour le ok. lancement en tout cas. Ok. Et en août 2020, du coup, un autre pas vers ton rêve ambitieux, ton projet ambitieux, tu donnes ta démission pour être à temps plein. Donc ça a été immédiat ou c'est-à-dire que tu as eu un préavis ou autre chose du coup? Alors, en fait, j'ai été diplômé fin 2019. Mhm. Suite à ça, j'ai pris 3 mois où j'ai fait avancer le projet. Vu que D'accord. j'étais en fin sur les examens et tout ça, ça a été un petit peu mis en pause. Il fallait y remettre un coup. J'ai refusé l'offre de l'employeur suite à l'alternance. Mhm. Et donc, j'ai pris 3 mois pour essayer de redonner un coup là-dessus. Et j'ai bien fait, surtout que la fin d'année, c'est souvent très prometteur. Et en janvier, du coup, j'ai repris un travail en CDI. J'ai fait les 8 mois, en fait, c'était 8 mois d'essai. D'accord. Et comme c'est un essai pour les deux parties, autant pour l'employé que l'employeur, au bout de 6 mois, puisqu'il faut prévoir 1 mois de préavis, au bout de 6 mois, je leur ai dit que sur le long terme, ça allait pas le faire, que c'était trop prenant, qu'il n'y avait pas assez de flexibilité au niveau des horaires et que j'avais de toute façon d'autres projets et que même si mon plan A, c'était de faire les deux, maintenant le plan B, autant le faire à fond et Mm. s'y mettre à 100%. Et c'est pas du tout regrettable en tout cas. Mais du coup, est-ce que tu as démissionné? Bon, tu avais déjà ce projet depuis longtemps, mais est-ce que dans ta tête, le format salariat, c'était quelque chose qui ne t'attirait pas? Tu vois, est-ce que tu te verrais redevenir salarié, par exemple? Ah non, pas du tout. C'est ce que L'objectif, je c'est de voulais ne pas y savoir. revenir. Euh, je pense qu'on peut très bien concilier les deux. Je pense il y en a qui peuvent très très bien le faire et que ça peut même être très bien parce que ça fait un petit complément, ça fait une sécurité, ça peut faire quelque chose d'un petit peu passion à côté. Maintenant, pour certains, c'est vrai que pour moi, ce serait pas du tout possible. Enfin, pas possible. En tout cas, je le subirais. Ça, c'est sûr. Ouais, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je suis pas exactement dans le même cas de figure puisque le salariat, ça m'allait bien. Mais maintenant que j'ai goûté à la vie d'entrepreneur, j'avoue que
Je pense que ça me correspond bien et que je n'ai pas forcément envie. J'ai plein de plans aussi, donc plan A, plan B, plan C. Pour le moment, le salarié doit être revenir au salariat doit être un plan Z, tu vois, parce que Ouais. il y a tellement de possibilités aussi. Et je me rends compte dans la sphère entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'on a des fois un schéma où il faut créer une grande société, etc., alors qu'il y a énormément de prestations qu'on peut faire à distance, etc. Donc maintenant que j'ai ça en tête, c'est vrai que ma vision des choses, elle a complètement changé, quoi. Donc, je te rejoins complètement. Bah, écoute, Florian, on va commencer à parler du coup de ton organisation. Parce que j'imagine que pour mener, tu connais mon projet, tu connais ici on avançait, tu as vu un peu ce que je faisais. Je crois Mhm. beaucoup que l'organisation, c'est un pilier l'un des piliers pour avancer, tout ce qui est lié au mindset, à la discipline, etc. Et du coup, je vais te poser quelques questions par rapport à ton organisation actuellement. Aujourd'hui, donc, tu es dirigeant de cette marque. Donc, est-ce que tu peux me parler de ton rôle de dirigeant? Je sais que tu as recruté dernièrement une apprentie. Oui, Donc, vous êtes, en gros, vous êtes deux, du coup, chez Bamboo voilà. Électronique. Voilà, vous êtes deux. Du coup, j'aimerais bien que tu m'expliques comment se passe, enfin, quel est ton rôle en tant que dirigeant, quelles sont tes missions et ce que tu as choisi de déléguer. Alors mon rôle, je l'ai dirigé tout naturellement vers les tâches que je préférais, Hmm, c'est-à-dire le développement produit, le service client, la logistique et la gestion des places de marché. Et donc d'accord. j'ai cherché quelqu'un qui serait du côté marketing et graphisme, voilà, qui s'occupe D'accord. vraiment de faire les visuels, de la production photo, de la production vidéo, peut-être de l'audio aussi, et tout ce qui touche en fait à la création de contenu en tant que tel. D'accord. Donc elle est spécialisée, ton apprentie, elle est spécialisée du coup dans la communication. Parce que c'était quelque chose qui te bottait pas trop. Voilà, communication, infographie. En fait, tout simplement parce que en termes d'espace mental, le fait de gérer de la logistique, le fait de parler à des fournisseurs euh, et de gérer des choses très pro, on va dire en fait en B2B, et après d'essayer d'aller faire des posts Instagram et d'avoir des idées pour du contenu, c'est quand même très très différent. Mm. Et vraiment, c'est vraiment plus de l'espace mental plus que du manque de temps et que les choses soient mieux faites, en fait, que je puisse mieux faire mon travail et qu'elle elle le fasse aussi très bien elle, et que ça fonctionne en fait en complémentarité à deux. D'accord. C'est exactement ça le but de la délégation. C'est aussi parfois reconnaître qu'on n'est pas, quand on n'est pas expert quand c'est pas un point fort, typiquement, bah, il y a tout intérêt à donner, enfin, à déléguer si on peut, du coup, cette tâche-là à quelqu'un qui, lui, pour le coup, la maîtrise mieux. Du coup, c'est un gain de temps pour toi. Et comme tu dis, au-delà du gain de temps, c'est aussi un gain d'espace mental parce que j'imagine qu'en tant que dirigeant, tu dois assumer certaines tâches qui te demandent de prendre beaucoup de décisions, t'es énormément en relation avec des prestataires, etc. Et c'est vrai que je peux comprendre que switcher à chaque fois sur la tâche, enfin des tâches plutôt créatives ou même dites de support, et switcher ensuite sur des tâches qui sont plutôt au niveau de la direction, enfin tout ce qui est stratégique, ça peut être compliqué. D'ailleurs, ben, quand on est entrepreneur et qu'on n'est pas dans une société de e-commerce, moi, je préconise de ne jamais jouer les deux rôles dans la même journée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, par exemple, moi, j'ai une journée dédiée à la Marielle stratégiste. Donc le lundi, je suis pas du tout dans l'opérationnel. Parce que justement, j'ai remarqué que switcher entre les deux, ça me fait perdre énormément d'énergie. Et donc j'ai bien besoin d'une soirée tampon où je dors et voilà, on tourne la page. Pourquoi? Parce que ce sont des rôles complètement différents. Et je pense que pour tout entrepreneur qui n'ont pas la chance encore d'avoir une équipe ou parce que c'est pas encore le timing, comme moi, j'ai pas encore d'assistant, j'ai pas encore voulu déléguer parce que j'estime que j'ai assez de temps encore pour gérer tout ça et qu'en plus je prends plaisir encore à faire certaines choses, tu vois. J'estime que faut vraiment distinguer ces deux profils. C'est un peu bizarre, mais j'encourage les gens à être un peu des bipolaires de leur business et bien distinguer enfin, tout ce qui est stratégique, planification, de tout ce qui est opérationnel. Ça aide même en termes de productivité. Donc, je comprends bien ce que tu veux dire. Donc, elle a intégré ton équipe quand exactement, du coup, cet apprenti? Donc en septembre 2020. Avant ça, il y avait une stagiaire qui était là pendant 4 mois, donc qui était venue d'avril à juillet. Et simplement, voilà, de juillet à août, juillet-août, j'étais seul. Et dès septembre, il y avait une apprentie qui est là du coup pour un an.
D'accord. Donc tu as intégré quelqu'un dans ton équipe et j'imagine que c'est pas quelque chose, enfin, ça doit pas forcément être, f est-ce que ça a été facile pour toi? Comme ça, je te pose la question, je vais pas supposer, je te pose la question directement. Est-ce que tu as rencontré des difficultés en déléguant, certaines tâches ou pas? Comment ça s'est passé C'est pas du coup? facile, déjà, spoiler. Ouais, C'est absolument pas facile. Euh, Ce que j'ai essayé de créer, en fait, c'est que pour moi, déléguer, c'est partager. C'est pas dire ce que la personne doit faire. En tout cas, ça, d'accord. quand on est sur une structure aussi petite, il y a une hiérarchie qui est là. Il y a un tuteur et une apprentie, mais on travaille à deux et la personne doit vite prendre des responsabilités, donc on ne peut pas juste déléguer. Il faut aussi transmettre et partager, en fait. C'est surtout ça que je trouve difficile, mais en même temps qui est le plus intéressant, c'est d'arriver à engager la personne dans le projet. Au début, elle arrive motivée. Tu as fait un podcast il y a très peu sur la motivation et l'engagement. Au Ouais. début, elle arrive motivée et il faut arriver à l'engager. Ah ouais, Voilà. bien vu, bien vu. Et c'est ça qui est la tâche finalement la plus complexe. Oui, je pense. Et du coup, tu as réussi à l'engager ou pas? Je sais pas si c'est quelque chose que tu veux Je partager. pense que oui, j'espère. Ouais, Si elle écoute ça, j'espère qu'elle sera contente de ce que je dis. Mais je pense qu'elle est engagée. d'accord. Et du coup, depuis que tu délègues, est-ce que tu as eu les résultats que tu espérais suite à cette délégation? Parce que généralement, quand on recrute, quand on demande de l'aide, enfin, quand on recrute un assistant ou peu importe la fonction que la personne occupe, c'est pour se décharger. Tu parlais d'espace mental. Est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes que ton objectif à travers cette délégation, eh ben, il a été atteint? Oui, alors il y a encore beaucoup à voir, puisque maintenant ça fait que 3 ou 4 mois Mhm. que ça a démarré. Euh, En termes d'espace mental, oui. En termes financiers, non. Mhm. Je ne pense pas. Mais en général, c'est sur du long terme Ouais, quand on fait ça. Et, euh, et c'est pas rentable. Enfin, c'est pas une rentabilité qu'on peut voir directement. Mais en tout cas, je suis persuadé que tout ce que ça implique en termes d'espace mental, tout ce que ça implique comme temps et comme espace que ça libère pour faire de l'opérationnel, pour prendre les bonnes décisions, pour développer des produits et tout ça, c'est quelque chose qui va peut-être pas être payant même sous 1 an, même sous 2 ans, mais c'est peut-être des détails qui vont en fait tout changer à long terme. ouais. Je vois exactement ce que tu veux dire. Ok, donc la délégation s'est bien passée. Et maintenant, en termes d'organisation, toi, est-ce que tu t'estimes comme étant quelqu'un plutôt d'organisé ou pas du tout? J'aimerais savoir. Plutôt organisé. Ça se voit, hein. Tu sais que Ouais. ça se voit que tu es quelqu'un d'organisé. Tu as toujours été organisé ou c'est quelque chose que tu as décidé je sais qu'on peut toujours s'améliorer dans n'importe quelle discipline, mais est-ce que c'est quelque chose qui te poursuit depuis longtemps? C'est-à-dire que même dans ta scolarité, tu as été quelqu'un d'assez discipliné et organisé, ou c'est arrivé un peu plus tard? En fait, j'ai pas eu le choix du tout, parce que dès la primaire, j'oubliais tout. Ah, J'oubliais mes cahiers, j'oubliais de noter. J'ai pas ce subconscient qui me rappelle qu'il y a des choses à faire si elles sont pas notées. Ça ne me repasse pas par la tête si ça n'est pas passé déjà. Donc, de toute façon, j'ai eu très peu de choix à ce niveau-là. Et effectivement, j'ai été organisé assez rapidement. Après, il a fallu l'apprendre quand même au fur et à mesure. Voilà. d'accord. Et donc, est-ce que tu as rencontré des challenges organisationnels du coup par rapport à la création de ta boîte, de ta société? Tu vois, est-ce que par exemple en commençant Bamboo Électronique, tu t'es dit waouh, j'ai vraiment des lacunes sur ce point-là et il faut vraiment que j'améliore ma productivité ou voilà, est-ce que tu as rencontré des défis par rapport à tout ça? Je pense que tout seul, le fait de faire les deux, donc le travail salarié et l'entreprise, le défi n'est pas trop grand à partir du moment où on organise un petit peu son espace de travail, qu'on utilise quelques méthodes, c'est pas trop compliqué. Le défi, ça a été plus de travailler à plusieurs au niveau de l'organisation, Hmm, d'avoir le rythme, que ce soit le rythme des horaires, que ce soit les outils à utiliser pour essayer de partager des documents, d'avoir toujours les mêmes informations, de savoir à peu près ce que chacun fait. Tout ça, ça demande vraiment une organisation assez importante. ouais, c'est clair que j'ai pas encore été confrontée à ça, en tout cas personnellement par rapport
à ma micro-entreprise, mais quand j'étais salariée, c'était pareil, c'était notre propre organisation, on peut la gérer. Par contre, quand on commence à impliquer une équipe d'autres personnes, là, ça se complexifie énormément. Il faut énormément de patience, de bienveillance, un peu de tout, et c'est vrai que c'est challengeant. Ok, et du coup, en tant que dirigeant, est-ce que tu as des habitudes organisationnelles, des routines? Comment ça se passe en termes de système d'organisation? Tu as des trucs auxquels tu déroges vraiment pas? Alors, sur mon organisation de travail personnelle, en tout cas, euh, l'essentiel, déjà, c'est la to-do list. Donc, je fonctionne vraiment par liste de tâches, c'est-à-dire que c'est des plans. Là, on est en début d'année, donc il y a un plan qui est fait sur 2021. Mhm. Il y a des objectifs chiffrés et derrière les objectifs, il y a comment on va les faire, avec des tâches et des sous-tâches. D'accord. Voilà. Et après, tout ça est découpé, donc on peut le découper en 30 jours, 90 jours, sur des périodes données. Avec l'apprenti, par exemple, si elle est là pendant 2 semaines, on va dire, voilà, pendant ces 2 semaines, on va faire ça, on va développer de ce côté-là. Et en général, c'est ça. On fait pour la semaine, on fait pour les 2 semaines, une liste de tâches priorisées, connectées les unes aux autres. Et déjà, je pense que ça fait une bonne partie du boulot. La planification, c'est la base, je te rejoins. En termes de... Ça fait une grande partie du boulot, effectivement. Est-ce que tu as d'autres outils ou pas du tout? Ces to-do list, par exemple, tu les formalises sur quel outil? En fait, ces to-do list, du coup, elles sont formalisées avec un outil collaboratif qu'on utilise qui s'appelle ClickUp. Ah oui, je connais très bien ClickUp. Enfin, je Voilà, connais ça très ressemble bien. beaucoup à Trello. Ouais. Et c'est simplement un outil de gestion de projet. Donc il est un petit peu lourd, il faut quand même arriver à le prendre en main, mais c'est très très utile. Ça permet de déléguer des tâches, ça permet de voir où on en est, de mettre des tâches, des sous-tâches, des choses à checker. Et surtout, je peux par exemple créer une tâche, mettre à qui cette tâche est déléguée. Donc ça peut être à moi, ça peut être à une autre personne. Mhm. Et quand cette personne, par exemple, arrive à un point où il faut qu'on en parle de cette tâche, elle peut tout simplement cliquer sur mettre en revue. Ah, ok. Moi, j'ai une notification, tiens, cette tâche, c'est bon, elle l'a finie, elle commence peut-être l'autre. Et en fait, je vois à peu près en temps réel ce qu'on est en train de faire. Elle la met en revue dans un coin. Moi, je vais la récupérer. J'ai juste à cliquer sur cette tâche. On peut mettre des pièces jointes. Donc, on peut mettre le travail. Le Je document en peux mettre des question. commentaires aussi sur cette tâche. Donc, en fait, on a tout le suivi et ça évite de communiquer sur un canal général, par exemple un chat qu'on peut avoir avec la personne avec qui tu travailles, mais en fait, il y a tout dedans. Et si tu veux récupérer ta messagerie, ce que tu as dit sur une tâche, ce que vous vous êtes dit, excuse-moi, Pas de ce que souci. vous vous étiez noté, en fait, tu peux pas. Alors D'accord. que là, tu as juste à retourner sur la tâche et tu redécouvres tout ce que vous avez fait et l'historique de ce travail-là. Donc ça, Ok, c'est très, ok. très utile. Je sais que ClickUp, c'est un outil très très performant, hein. J'en ai beaucoup entendu parler. Moi, je sais que, tu vois, Trello, c'est un outil que j'utilise aujourd'hui, mais que à partir du moment où je vais vouloir déléguer ou intégrer des personnes dans mon équipe, je pense que, tu vois, c'est un outil qui va être un peu limitant à ce niveau-là, en termes d'interface. Parce que je fais beaucoup de comparatifs d'outils. Moi, je recommande beaucoup Trello pour des personnes qui gèrent des projets seules. Mais c'est vrai que quand on commence à avoir un assistant, etc., ben des logiciels plus performants comme ClickUp ou encore Notion, c'est vraiment du coup plus agréable, plus fluide qu'un logiciel comme Trello. Donc ok, vous centralisez tout sur ClickUp. Est-ce que tu as d'autres outils d'organisation, des applications que vous utilisez, bon, à part tout ce qui est messagerie, ou tu es aussi minimaliste sur ça? Alors sur ça, j'utilise le moins possible, Ouais. puisqu'on a déjà beaucoup de logiciels, on a déjà beaucoup de choses. Donc il faut essayer de tout garder un petit peu au même endroit. Il y a le Google Drive pour les documents. Donc on a des documents qui sont synchronisés comme un réseau d'entreprise, en fait, tout simplement. Et sinon, j'avais essayé Notion, qui était vachement plus simple et effectivement qui est très très utile. Je Mm. pense dans certains cas, il sera meilleur que ClickUp. Simplement, j'ai pas vu l'automatisation et autant de traitement de données qu'avec ClickUp en fait. Ah d'accord, c'est ça. Vraiment au niveau des tâches, ou vraiment les notifications, de savoir quand une tâche est en revue, tout ça, c'est des choses qui sont un petit peu plus manuelles sur Notion. Mais du coup, Notion sera
je pense, plus adapté si on n'a pas besoin de toute cette lourdeur-là. Ouais. Ok, ok. Et voilà, sinon c'est simplement le réseau. Avoir toujours des documents qui soient communs, qui soient synchronisés, c'est voilà, très très important. C'est hyper important d'avoir ces outils en commun pour rendre la collaboration fluide, pour ne pas perdre les informations et puis pour éviter aussi parfois bah, les incompréhensions et tout. Donc c'est un vrai gain de temps. Par rapport à tout ça, j'ai perdu le fil de mes questions parce qu'on a commencé à parler de ClickUp, etc. Et je voulais parler avec toi voilà, de productivité. Parce qu'en échangeant avec toi juste avant l'interview, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Donc, je ne sais pas si on en a parlé dans la présentation vraiment de Bamboo Electronics, mais en tout cas, je sais que dans les valeurs de Bamboo Electronics, on a le minimalisme vraiment, l'envie d'arrêter un peu, de diminuer la surconsommation. Et on parlait de la surconsommation d'informations aussi. Parce que moi, c'est un truc dont j'ai déjà parlé. J'ai fait un épisode il y a un moment sur comment gérer les flux d'informations justement pour éviter l'infobésité. Ça a un nom. Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Quelle est ta vision? Parce que j'ai remarqué du coup en échangeant avec toi que bah, justement, tu décidais justement de limiter ta consommation d'informations et j'aimerais bien que tu nous partages du coup bah, ce que tu en penses et pour qu'on puisse en échanger là-dessus. Déjà, très beau terme, l'infobésité. Ouais, À ce niveau-là, en fait, c'est un constat que j'ai fait, c'est que quand tu commences à t'intéresser un petit peu à tout ça, tu commences à regarder YouTube, naturellement, donc les podcasts, et tu commences à consommer un petit peu. Donc tu apprends des choses, c'est très bien. Et il y a un moment où tu peux basculer, où tu finis par croire que tu travailles et surconsommer de l'information, passer 3 heures à écouter des podcasts, sauf que ton projet dans la vie réelle, il n'a pas avancé. Et le gros problème de ça, c'est que tu as l'impression que tu avances. Donc ça peut être très utile, c'est très bien de consommer ce genre de choses, mais il faut sélectionner en fait ce qu'on regarde. Euh, Vraiment ceux qui nous apportent de la valeur. Et on peut aussi, euh, on peut aussi en écouter d'autres qui sont plus divertissants, qu'on a envie, mais du coup, c'est comme si on regardait une série. On se détend avec ça. d'accord. Mais le danger, c'est de s'enfermer là-dedans, de surconsommer et de toujours rester au même point et de croire tous les jours qu'on avance et de continuer à consommer ça tous les jours et de rester au même point et de se mentir à soi-même et de se dire tiens, j'ai avancé aujourd'hui, j'ai écouté ça, j'ai appris plein de choses. Non, en fait. Et la vérité, c'est que dans 3 jours, toutes ces choses-là, déjà, elles deviendront très très floues si on ne les a pas mises en application. Donc, on ne les apprend pas vraiment. Je suis complètement d'accord avec toi. Et par rapport au minimalisme, est-ce que c'est, par exemple, dans ton style de vie, au-delà de ta société, c'est un truc que tu mets en pratique, c'est-à-dire que tu évites d'avoir trop d'objets? Et si oui, quel impact ça peut avoir sur toi? Oui, alors ça, c'est quelque chose que j'essaye, qui est assez récent, qui est aussi récent que la société, en fait. Mm. Donc, mon évolution personnelle va dans le sens où j'amène aussi cette marque. Et c'est quelque chose qui change, qui a beaucoup changé mon organisation de travail et ma sérénité aussi. Simplement, le fait d'avoir un bureau qui soit rangé, mais pas simplement rangé pour retrouver les choses, rangé pour avoir de l'espace physique. L'espace physique, pour moi, c'est l'espace mental. Mm. Si on a un bureau avec plein de papiers dessus partout, on peut quand même bouger sa souris et taper sur son clavier, mais on arrive avec un état d'esprit qui est un peu bordélique, Ouais. en fait. On est autour de plein d'informations et autour de plein de bordel, et même si on a quelque chose de très simple à faire, par exemple, comme tâche sur son ordinateur, on peut vite être noyé. À l'inverse, on peut avoir des tâches qui sont peut-être un petit peu plus complexe, mais si tu arrives sur un bureau qui est ultra clean, qui est ultra bien rangé, où il n'y a rien qui traîne, ça va peut-être te renvoyer une image de sérénité. En fait, tu vas t'asseoir là avec plus d'espace, plus disposé, et tu seras naturellement moins inquiète. Ouais, je comprends exactement ce que tu dis. Je suis moi-même très sensible à ça. C'est un truc de fou.
C'est-à-dire qu'il va y avoir par exemple un peu... alors chez moi c'est toujours généralement un minimum rangé. Mais bah, parfois moi je vis avec mon conjoint et lui il n'a pas le même degré de rangement que moi. Donc parfois il peut y avoir des petits trucs qui traînent et je suis toujours à ranger avant de passer, avant de travailler. Pourquoi? Parce que honnêtement, ça me motive. Je ne sais pas comment expliquer, mais quand les choses sont rangées, je n'ai qu'une envie, c'est de travailler. Maintenant que tout est clean, je sais pas, ça me donne une sensation de sérénité et je surfe vraiment clairement là-dessus pour être productive et travailler. Moi, ça booste ma concentration d'avoir un bureau qui est clean et rangé et je comprends complètement ce que tu dis. On parlait aussi de minimalisme mais, sur le bureau, mais on peut parler aussi du minimalisme au niveau des vêtements. Moi, c'est un truc que en fait, j'ai fait un déménagement et j'ai explosé en fait. Je me suis dit qu'on avait trop de choses. Parce que des fois, quand on est dans un appartement, on accumule pas mal de choses, mais quand on fait un déménagement, on se rend compte de tout ce qu'on a accumulé. Et on a fait un premier déménagement et je me suis dit, mais j'ai vraiment trop d'affaires. C'était il y a quelques années. Et depuis, je me suis vraiment disciplinée à éviter voilà, à éviter d'acheter, de consommer trop de choses parce qu'en fait, je me sens hyper surchargée mentalement, juste le fait de savoir qu'il y a trop d'objets à la maison maintenant, ne serait-ce qu'en termes de vêtements. Aujourd'hui, j'ai peut-être 5 pulls, mais ce sont les 5 et je les connais en fait. Il n'y a pas de souci, j'ai pas de choix à faire, je les aime tous et j'ai pas à me dire comment je m'habille aujourd'hui, etc. Donc même en termes de prise de décision, je trouve que le fait de ne pas avoir beaucoup de choses, on gagne beaucoup de temps et puis il y a ce qu'on appelle aussi la fatigue décisionnelle. Bon, je pourrais parler de ça des heures, mais le fait de tout le temps avoir énormément de choix finalement, ça use et tout de manière cumulée, en fait, on se retrouve à perdre pas mal de temps, à procrastiner, à cause de ces petits détails finalement qui jalonnent notre quotidien. Donc, je partage complètement ton avis avec tout ça. Et je suis ravie aussi d'avoir reçu la petite souris, puisque j'ai vu qu'en fait, si je me trompe pas, c'est une souris qu'on peut garder enfin 2 ans, voire même plus longtemps en fait. C'est une souris qu'on peut garder à vie. En fait, c'est 2 ans avant de changer les Ah oui, piles changer pour la les piles, première voilà, fois. c'est ça. Donc, c'est simplement deux petites piles et elle se met en veille toute seule. Mm. Donc, voilà, c'est ultra simple. Et après, si tu ne la fais pas tomber, puisque le gros problème, c'est la cassure, Ouais. c'est un matériau qui est ultra durable, il n'y a aucune trace de doigt. Aujourd'hui ou dans 2 ans, si elle ne bouge pas du bureau, si elle est juste utilisée, il n'y aura aucune trace de doigt, il n'y aura rien dessus, quoi. Non, mais c'est juste génial. Et par rapport à ça, moi, le fait d'avoir vu ton entreprise, je me suis beaucoup intéressée. Du coup, lorsqu'un truc se cache chez moi, je me dis, bah, est-ce que je peux pas remplacer par un truc qui va durer, du coup? Parce qu'on n'a pas cette réflexion avant. Moi, j'avais pas cette réflexion. Je me disais pas que j'allais acheter un truc vraiment solide. C'était beau, je prenais, etc. Et c'est vrai que le fait d'avoir ben, lu un peu ce que tu faisais par rapport à Bamboo Électronique, ça m'a un peu interpellée. Parce que honnêtement, je pense que peu de personnes se disent qu'ils peuvent acheter une souris durable, enfin des produits qui peuvent vraiment durer longtemps, si ce n'est que ben, parce qu'ils aiment une marque ou autre. Donc ben, merci à toi du coup de véhiculer de telles valeurs que moi je partage en tout cas. Et bah, du coup, on commence à arriver à la fin parce qu'on a parlé de pas mal de choses. On a parlé de ta société, on a parlé de ton organisation, on a parlé également de productivité. Mais maintenant, pour terminer, j'aimerais savoir si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui justement souhaiterait lancer un projet en parallèle de ses études ou même de son entreprise, ce serait quoi? Alors, pas forcément lié à l'organisation ou la productivité, mais par rapport à ce que toi tu as vécu, genre le truc, la leçon que tu as retenue. La leçon que j'ai retenue, c'est de ne pas attendre que ce soit parfait pour démarrer. C'est-à-dire, il y a un terme qui existe comme ça, qui est beaucoup utilisé dans le e-commerce, c'est le MVP, le minimum viable product. D'accord. Tu peux nous C'est-à-dire qu'il expliquer faut, pour les novices? c'est-à-dire que si tu veux quelque chose, lancer quelque chose par exemple, un produit qui a une fonctionnalité. Une fonctionnalité, ça ne veut pas dire que c'est technique, hein. Un rouge à lèvres, la fonctionnalité, C'est de c'est mettre du rouge sur simplement les lèvres. de... Voilà, donc c'est une fonctionnalité aussi, c'est pas forcément quelque chose de très technique. D'accord. Euh, il faut que cette fonctionnalité-là, elle soit prouvée. À partir du moment où tu veux faire des crèmes maison et que ta crème, tu as une bonne recette et tu sais qu'elle fonctionne, c'est bon. Après, le packaging, il sera peut-être pas parfait, tu n'auras peut-être pas un super site internet, mais au pire, si ton site il est pas très bien, les gens ils vont pas beaucoup acheter. Donc ça coûte rien de les mettre en fait, tout simplement. Tu peux simplement créer une page et puis les mettre. Et
Et puis voilà, et puis si un jour tu as 20 commandes, et ben peut-être que du coup tu pourras te payer un meilleur packaging. Il ne faut pas Yes. du tout avoir honte, il ne faut pas avoir peur en fait de lancer ça. De lancer quelque chose Il y d'imparfait. en a qui disent que euh, si tu n'as pas honte de ton produit, le jour où tu le lances, c'est que tu l'as lancé trop tard. Ouais, j'ai déjà entendu cette phrase, elle est très puissante. Je ne sais pas d'où ça sort, mais c'est complètement vrai. Là, les packagings, c'était pas les mêmes au début. Le clavier, on ne pouvait pas l'acheter tout seul. Il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais il y a quelques personnes qui ont fait confiance. Et en fait, toutes ces personnes qui te font confiance pendant que c'est pas encore parfait, c'est eux qui t'aident le plus. Hmm. C'est à eux que tu dois t'accrocher, c'est à eux que tu dois demander conseil, que tu dois questionner pour pouvoir t'améliorer après. Ouais, mais ton conseil, il est hyper précieux et je pense que c'est ce qui freine tellement de personnes. Moi, quand je parle à des personnes qui lancent pas leur projet, c'est vraiment le perfectionnisme. Et c'est un vrai souci parce que justement, on perd énormément de temps. J'en parlais dernièrement sur mon compte Instagram. On perd énormément de temps alors que tout ce temps, c'est du temps que j'aime bien donner l'exemple en bas. Tu vois, toi, t'as lancé Bamboo Electronics, tu as expliqué le process. Aujourd'hui, tu as refait tes packaging et tout. Mais admettons que moi, je suis une perfectionniste, j'ai le même projet que toi. Et je le procrastine depuis 2019 parce que je veux un truc parfait avec le packaging parfait. Aujourd'hui, toi, tu as eu le temps voilà, d'avoir déjà des premiers revenus, d'améliorer, d'avoir encore des retours, d'améliorer. Donc, tu as un produit qui est 100 fois plus mieux, qui est 100 fois mieux que ce que moi, j'ai même en tête dans ma notion de perfection. Et toi, tu as avancé, alors que moi, tu vois, je suis toujours là avec mon idée et j'attends que ce soit parfait avant de me Mm. lancer. Et toi, voilà, tu as déjà conquis des parts de marché. Et en gros, les gens sont complètement lésés par cette soif de perfectionnisme. Et je disais dernièrement, franchement, limite, c'est un truc à cultiver, l'imperfection. Le fait de lancer les choses sans se prendre la tête et se dire que ben, on fait, comme tu dis, le minimum. C'est-à-dire que la fonctionnalité, elle est là. J'aime bien donner l'exemple du lancement de mon site internet où là, j'ai lutté avec mon perfectionnisme, puisque je suis une ancienne perfectionniste qui se soigne encore parfois. Et je me suis retrouvée à être dans des détails et je me suis dit, Marielle, qu'est-ce que tu fais? Ce qui est important, c'est que les gens puissent cliquer sur le bon bouton et que les boutons fonctionnent. Donc, j'ai arrêté tous mes petits chichis de couleurs, j'ai vérifié tous mes boutons et j'ai lancé mon site, tu vois. Et ça m'a fait gagner parce que j'aurais pu travailler encore 3 heures sur mes petits détails. Mais ça m'a fait gagner mon après-midi et j'ai pu faire autre chose. Et ensuite l'améliorer, ainsi de suite. Donc, c'est un conseil hyper précieux et j'espère que, à bon entendeur, salut, si ça parle à quelqu'un aujourd'hui, bah, que la personne puisse lancer son Je projet. pense que ça parle je pense que ça parle à beaucoup de personnes, malheureusement. Et en même temps, ce qu'il y a, c'est que c'est rassurant. C'est exactement la même chose qu'avec la surconsommation de contenu. C'est que c'est rassurant, en fait. C'est Mm. pour ça qu'on le fait aussi. C'est que les produits, c'est pareil, on n'a pas vraiment. On se dit, attends, je le peaufine, attends, je fais ça. Parce qu'on n'a pas envie de le confronter au marché, parce que ça fait peur, quoi. Ça fait hyper peur. Je te rejoins complètement. Du coup, ben, merci pour ce conseil que je trouve génial. Pour terminer, avant de passer à ma petite session de questions flash, quelles sont les actualités du coup de ton côté? Parce que oui, Florian est très discret sur les réseaux sociaux, donc ne cherchez, essayez, vous trouverez peut-être sur LinkedIn, mais en gros, pour ceux qui sont intéressés par tes produits ou même par ce que tu as pu partager, voilà, qu'est-ce que tu aimerais partager par rapport aux actualités de Bamboo Électronique? Où on peut te retrouver? Voilà, je te laisse la parole pour ça. Donc, Bamboo Electronics, vous trouverez très facilement ça sur Instagram Mhm. ou sur Google en tapant simplement Bamboo Electronics. Le premier lien qui sortira, ce sera le site internet. Il y a un blog qui explique pas mal de choses. Il y a les pages découvrir. Donc, si vraiment vous voulez en savoir un petit peu plus, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu, surtout sur le blog. À titre perso, bien qu'assez discret, je suis assez facilement trouvable sur LinkedIn et je réponds de toute façon à tous les messages, D'accord. quels qu'ils soient. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et pour l'actualité du coup de Bamboo Electronics, on a donc ces produits-là de bureau, on a des coques biodégradables aussi Ouais, j'ai pour les vu, modèles mais d'iPhone. moi, vous avez que les modèles récents, tu vois. Et moi, je fais partie de ceux qui Ouais. changent pas de téléphone chaque année. Donc, j'ai encore un iPhone, je crois 5 ou 6, je sais plus. Mais j'ai un ancien iPhone. Ça, ça démarre au 7. Voilà. Ok. Ça démarre au 7 et ça va jusqu'au 12.
Donc là, on a l'iPhone 12, du coup, les coques qui arrivent là incessamment sous peu, dans quelques jours, qui vont être mises en ligne. Et pour la suite, ça va être continuer à proposer ces coques biodégradables, et puis continuer à développer de nouveaux produits, en tout cas pour 2021, et aussi en Europe, internationale, pour les produits de bureau. C'est des jolis projets pour ta société. En tout cas, je te souhaite tout le succès. Et puis, voilà, moi, je suis un peu dans le même... Enfin, on est un peu dans... Parce que j'ai démissionné il n'y a pas longtemps, toi aussi, finalement. Et je trouve ça hyper Oui, inspirant parce que, tu vois, on n'a pas... Ce que je veux montrer aussi à travers Ici on avancé, c'est que, tu vois, on a une discussion complètement normale et on n'a pas... Enfin, on n'est pas des surhommes. Enfin, voilà, je suis une femme, tu es un homme. En gros, je veux juste montrer que c'est possible, en fait. Mais il faut juste se donner les moyens, affronter ses peurs, comme on disait au début au niveau des doutes. Et puis le dernier conseil que tu as donné, pour moi, il est hyper important parce que je me rappelle pour lancer mon podcast, typiquement premier épisode, je me suis forcée à faire quelque chose d'imparfait parce que je le procrastinais tellement. Et j'ai fait mon premier épisode avec mon iPhone. J'aime trop raconter cette histoire parce que j'ai gardé mon iPhone pendant une trentaine d'épisodes et j'avais des personnes qui venaient me demander la marque de mon micro. Alors qu'il y a peut-être quelqu'un qui écoute cet épisode et qui se dit j'aimerais bien faire mon podcast, mais j'ai pas le The Micro qu'on voit partout, qui est super beau. Bah, juste avec les écouteurs de ton iPhone, même ton téléphone, ta note, ton logiciel d'enregistrement, tu peux le faire très très facilement. Et ensuite, voilà, ensuite j'ai mis un jingle, mais ça n'a pas commencé, voilà, tout n'était pas construit dès le départ. Et du coup, si ça peut encourager d'autres personnes, nos deux parcours qui sont différent, mais le point clé, c'est que on avance. Et ça, je trouve ça beau. Et je suis contente de t'avoir reçu. Donc, super. à la fin des épisodes, j'aime bien poser des questions flash. Enfin, quand je dis flash, c'est que je m'attends à ce que tu répondes spontanément, sans trop réfléchir. Ok, Même si certaines questions, je pense, te demanderont réflexion. Mais voilà, spontanéité. Est-ce que tu es prêt? oui, Ok, je c'est suis prêt. parti. Il y en a 6. Ça va, je suis gentille. Alors, Florian, es-tu du matin ou du soir? Le soir, la nuit Une... même. Une nouvelle habitude à prendre. Euh, Se lever avant 9 heures. Ah oui, donc t'es vraiment... En fait, je Oui, pense que t'es oui, un de la nuit. chronotype loup. Je sais pas si tu connais les chronotypes. J'en ai entendu parler. Alors, loup, je sais pas, mais je crois deviner. Je pense que tu es un chronotype loup. Ok. Troisième question, une mauvaise habitude du coup à arrêter. Rafraîchir la page pour regarder les résultats tout le temps. Ça Ah, sert à rien de regarder les ventes qu'on fait toute la journée. ah oui. 10 fois dans la journée, ça les augmentera pas. De toute façon, il vaut mieux faire quelque chose de plus Le productif. plus productif. Problème de dirigeant de site e-commerce. Le dernier livre que tu as lu. Oula. Alors, le dernier livre que j'ai lu, ça n'a rien à voir. Bah, Il c'est me pas semble grave. que c'est Voyage dans le monde des quantas. Ça C'est de la parle de... mécanique quantique. D'accord. Ok. euh, d'Étienne Klein. Je ne le recommande pas du tout à des non-initiés parce que vous n'allez rien comprendre. Ok. Ok, d'accord. Original. Et du coup, une personnalité qui t'inspire. Ce sera quelqu'un qu'on ne connaîtra certainement pas. C'est pas grave. Quelqu'un qui m'inspire, c'est Oscar Figueroa. Il fait quoi? C'est un haltérophile colombien D'accord. qui a grandi à Medellín. Et, il y a eu un documentaire de 30 minutes sur lui, c'est tout ce que je connais, mais j'ai trouvé ça fascinant. Ah oui? Et c'est quelqu'un qui a vécu complètement dans la pauvreté, les pieds sur la terre, et qui est arrivé aux Jeux Olympiques et qui a décroché la médaille d'or aux JO en haltéro, Ok. après des opérations qui auraient pu lui coûter la vie, Waouh. après avoir passé des nuits sans pouvoir dormir parce que sa colonne lui faisait trop mal et il est allé aux JO comme ça. Donc voilà, c'est Effectivement. vraiment une histoire qui est de détermination. Là, tu me donneras le nom parce que je l'ai pas. J'ai noté Oscar, mais j'ai pas bien noté le nom de famille. Mais je mettrai le lien pour ceux que ça intéresse de découvrir l'histoire de ce monsieur, du coup. Et dernière question, une citation, l'une de tes citations préférées? Je suis pas très citation. J'aime bien, mais bon, je les garde pas en souvenir en tout cas. Ouais. Mais je pense que celle que j'ai dit tout à l'heure très spontanément, si t'attends si tu n'as pas honte de ton produit au premier jour, c'est que tu l'as lancé trop tard. Et quand je dis produit, c'est n'importe quel Importe. projet en fait.
Voilà, je pense que celle-là, elle est vraiment très, très importante. Merci beaucoup, Florian. Bah Merci. écoute, on arrive à la fin de ce podcast. Je sais pas si tu as un truc à rajouter de ton côté. Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a fait le tour. Bah, j'espère que ça t'a fait plaisir, en tout cas, de venir, théoriquement, en tout cas virtuellement, Ouais, poser ta voix sur mon podcast. J'espère que cet épisode aussi va plaire. Bah, encore une fois, merci. Je te dis au revoir, du coup, et à bientôt. oui. Oui, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, je précise que c'est la première fois que je passe sur un podcast, Ah, que je ne suis ni à l'aise, enfin, je ne suis pas spécialement doué à l'oral, que je suis plutôt un introverti. Je pense que ça s'entend de toute façon. Et donc voilà, c'est la première fois que je passe sur un podcast. C'est pas parfait. Je pense que je vais pas en être très satisfait du rendu, mais je l'ai fait quand même. Donc si moi je le fais, donc voilà, si je le fais, c'est aussi l'exemple qu'il faut le faire, quoi. merci Florence. Et moi, je trouve ça hyper inspirant, justement, que tu termines avec ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas. Et vraiment, je suis ravie qu'on termine sur cette note, et je suis contente de t'avoir donné l'opportunité de faire ce premier podcast. Tu Je pourras suis très content de le faire ici. Ouais. quand on fera des mieux, parce que sans doute on s'améliore de toute façon, quoi qu'il arrive, Mhm. tu montreras à d'autres personnes, tu enverras le lien de cet épisode pour dire, bah voilà comment j'ai commencé. C'est pour ça que tu dois te lancer aujourd'hui. Ouais, Bah, merci encore Florian, à bientôt, au revoir. merci. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de mon entretien avec Florian. J'espère que cet entretien vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser votre avis sur le podcast, sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous l'écoutez habituellement. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!